Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour le chat sur Twitch, bonjour sur YouTube si vous nous regardez en rediffusion et merci d'être toujours aussi nombreux, merci beaucoup. On se retrouve ensemble pour faire notre tour du monde ludique, pour partager avec vous les découvertes, les jeux que tu as repérés, qui vont sortir bientôt. On reparlera comme d'habitude de quelques news, des jeux les plus attendus de la semaine, ceux que vous avez l'occasion de voter chaque semaine pour les jeux que vous attendez le plus sur notre application mdj.fr. On reviendra sur ceux qui sont arrivés en tête de ce classement. Et comme d'habitude, déjà... Comment ça va, Pénélope? Comment s'est passée ta semaine? Écoute, extrêmement bien. Non, c'est une période fatigante pour nous tous, hein, on le sait. Ça n'arrête pas, il y a beaucoup de sorties, c'est l'avant-Noël. On attend tous décembre. Ah ouais, on attend décembre. Moi, j'attends décembre. J'attends décembre. Je suis un peu sur les rotules, mais par contre, le moral est bon, donc tout va bien. On va commencer par un événement qui a lieu chaque année en Italie, qui fait un peu rêver. On a envie d'aller faire un festival en Italie. Il paraît qu'il est génial, celui-ci, le festival de Lucca. Tout à fait. Tu as sauté la news précédente, mais c'est pas grave, donc je vais aller directement en celle-ci. Oh, bah oui, c'est sauté. On fait la news précédente juste après. Voilà, on fait la news précédente après. Et comme ça, on sera en toute logique. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois du festival de Lucca, parce que c'est un des festivals importants d'Europe. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment le flip, sachez que ça ressemble énormément au flip. C'est vraiment toute la ville de Lucca. C'est dans le nord de l'Italie, en plus. Lucca, c'est pas... Enfin, c'est dans le nord. C'est au niveau de Pise, hein, c'est pas très loin. Donc, c'est pas... si un jour, vous avez envie d'y aller, c'est pas non plus à l'autre bout du monde, quoi. Et c'est toute la ville de Lucca qui est un festival qui s'appelle Comics and Games. Hein, donc, ça tourne autour aussi de la bande dessinée et des jeux. Et toute la ville, un peu comme au Flip, au festival de Parthenay, est transformée en scène de jeux de société et de bande dessinée. Donc, je crois que c'est un festival qui est très, très sympa. Moi, j'ai été dans cette ville l'été dernier. C'est en plus une très, très belle ville. Donc il y a moyen en dehors du festival, c'est comme aller à Essen, en dehors du je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Mais je savais pas que ça existait. Alors, Rachel dans le chat qui rappelle que le nom, effectivement, c'est Luc, le nom de la ville en français. Et elle dit c'est beau, Luc. On sait, Rachel et moi, que nous partageons une passion pour certaines villes italiennes. Donc voilà, c'est une très belle ville dans laquelle il y a un très beau festival. C'est pas notre sujet. Il y avait 5 nommés pour le jeu de l'année, je crois. Hein, j'ai pas été... c'était Botanicus, Cities, Messos, Terrorscape et la Rivière de l'Or. Et finalement, c'est Botanicus qui a gagné le jeu de l'année. Élu par le jury du jeu de l'année italien, hein, qui est vraiment l'équivalent de l'As d'Or ou du Spiel des Jahres, mais en Italie. Et ils ont un nouveau prix depuis quelques années, ce festival, avec un jury dédié qui est plus international, puisqu'on y retrouve, dans ce jury, il y a Harald Schrappers, notamment, qui est un membre du jury allemand du Spiel des Jahres et des membres du jury italien. Et donc, c'est un prix plus international. Ils élisent le créateur de jeu de l'année, l'auteur de jeu de l'année. Et cette année, c'est Grégory Grard qui a gagné. Et ça a fait plaisir, c'est chouette pour Grégory. C'est assez mérité, je trouve, par rapport aux jeux qu'il a sortis ces derniers temps, qui sont tout à fait dans l'époque, qui correspondent à ce que aussi les joueurs attendent peut-être. Des jeux assez simples, rapides, mais qui donnent immédiatement du plaisir ludique autour de la table. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès, Grégory. Ouais, ils ont rappelé les titres des jeux qu'il a fait juste sous son nom, Zénith, Château Combo, Festival, Dans les traces de Darwin. C'est vrai que c'est des jeux qui sont d'une très grande efficacité, puis assez différents les uns des autres. Voilà, c'est un auteur qui monte, et surtout qui a fait beaucoup de bons jeux sur ces dernières années. Donc, bravo Grégory. Tu es l'auteur de l'année selon les Italiens, enfin selon le prix de ce prix italien qui gagne, qui va à mon avis gagner un peu en importance. En tout cas, je pense que c'est leur plan. Donc ça, c'était pour le... C'est bizarre ce truc d'auteur de l'année. Nous, on le faisait pendant une période sur un monde de jeu. On l'a fait quelques années de suite. Et puis, je ne l'ai pas refait dernièrement parce qu'il y a toujours un truc un peu particulier. C'est que comment tu juges un auteur de l'année? Est-ce qu'il faut faire au moins 2 jeux? Parce que sinon, c'est le jeu de l'année d'une certaine manière. C'est ça. Et puis, il y a ce truc de... oui, mais si 2 années de suite, c'est le même auteur qui a fait plein de jeux super, est-ce qu'on fait gagner 2 années de suite la même personne? Mais c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Ça permet de mettre en avant les acteurs du monde ludique, mais c'est plus compliqué à faire bien sûr que les jeux de l'année.
Pardon. Dans les news, alors on peut remonter vers le haut, a été officialisée la date du prochain Black Friday. Ça aura lieu le 20. Alors le Black Friday, pour ceux qui ne l'avaient pas vu l'année dernière, ça s'était passé au chalet l'année dernière. Oui. C'était 24 heures de live d'affilée avec des invités. De nombreux intervenants, notamment c'est organisé par Théo Rivière. Oui, c'est sur la chaîne de Théo Rivière chaque année, donc ça a lieu le 28 novembre. C'est un événement caritatif, le Black Friday. Voilà. Et avec plein d'intervenants. Donc là, il y aura Erwin. Je crois que Mélodie Leblond a été invitée parce qu'en fait, cette fois-ci, ça se passera près de Paris. C'est pas dit, je crois. Enfin, j'ai pas vu l'info, moi, passer de où ça se passera exactement. Donc, je vais pas le révéler. Moi, je la connais parce que on m'a proposé d'y venir, mais le problème, c'est que je suis déjà prise et donc je ne pourrai pas y être, mais ça aura lieu au Studio 17. En fait, je le révélais pas parce que je pensais pas que ça avait été annoncé, mais peut-être que c'est annoncé. Il y a des gens qui ont l'information dans le chat, et puis là, on est quand même pas très loin, et s'ils me disent qu'on devait pas le dire, je dirais, fallait pas me le dire en ce moment. Non, voilà, ça aura lieu au Studio 17. Si Théo et Philibert en ont déjà parlé, ça a déjà été annoncé. Mais il n'y a pas de grosses annonces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... j'ai trouvé un peu sur le contenu de chacun des petites infos. Ça sera des lives du jeu, du bingo, de la tombola. Le tout est au profit de l'association Accessi-Jeux, qui rend le jeu accessible à tous. Et donc, c'est un événement qui est chouette à suivre. Hein. L'année dernière, vous aviez, entre guillemets, ça s'était passé au chalet, c'est pour ça que je dis vous, mais vous aviez réussi à soulever une somme absolument incroyable. Ça avait éclaté le record de l'année précédente. On espère que chaque année, ça éclatera le record de l'année précédente. Donc là, ne ratez pas le rendez-vous. Ça sera le 28 novembre. Et il y a déjà quelques invités dont on sait qu'ils seront présents. Et j'aurais beaucoup aimé y participer. Et puis ça sera l'année prochaine, peut-être. Un jour, j'y arriverai. Mais parce que c'est un chouette moment de fête. Fatigant, par contre. J'ai un souvenir que vous étiez au bout du rouleau après. Alors moi, j'avais pas participé l'année dernière. On avait juste hébergé. Donc moi, ça allait très bien. J'avais pas vu du tout. Non, je lisais des BD dans mon coin. J'avais pas souvenir, c'est marrant. Mais oui, parce qu'il y a ton décor. Donc j'avais l'impression qu'on était chez toi. C'était juste le chalet, ouais. Et voilà, donc ça sera le 28 novembre. Notez cette date dans votre agenda. Je passe à la news suivante, qui est une news que je trouve drôlement chouette, qui est passée assez inaperçue. Hein, mais je l'avais pas vu, moi, avant que tu la remettes. Effectivement, je l'avais pas surveillé. En fait, on fait un peu trop de trucs. J'avais pas beaucoup surfé cette semaine. Mais effectivement, un guide d'achat sur Le Monde, ce qu'on avait fait la fois précédente avec un monde de jeux. Et cette fois-ci, c'est Ludovox qui s'en est chargé. Alors, c'est Marilyn Aquino, donc, qui est effectivement chanouillette chez Ludovox, qui devait former un jury. Et donc, je pense qu'il y a des membres de Ludovox, mais pas que, pour concocter la sélection des meilleurs jeux de société pour adultes et adolescents dans le monde. Et donc, ça fait plaisir de voir que des fois, parfois, ces articles, on le sait, hein, qui sont dans les journaux. Vous aviez fait ça avec un monde de jeu quand? Parce que je me souviens pas. En fait, le guide de jeux de société, il y a toujours un guide de jeux de société sur Le Monde. Et celui qu'on avait fait, alors c'est peut-être il y a 3 ans, mais il est resté un moment. C'est un guide qui permet à la fois d'avoir un contenu travaillé, et c'est un vrai gros travail en réalité, hein, de rédiger ce guide, parce qu'il faut avoir une pertinence, il faut créer effectivement un jury, donc c'est tout un boulot. Et après, il reste plusieurs années sur le site. Ça fait partie de tous ces guides d'achat qui existent dans les journaux. Donc Le Monde, il a une vraie valeur parce qu'il propose pas n'importe quel guide, et des guides qui permettent d'avoir des liens d'affiliés sur les journaux professionnels. Auparavant, pour la petite histoire, c'était un guide qu'ils avaient récupéré d'un site américain qui en fait plein. Je ne sais plus comment il s'appelle ce site, qui fait plein de guides de plein de domaines. Vous avez les meilleures machines à café, les meilleurs ordinateurs portables, les meilleures tablettes. Et c'est très important pour les sites qui font de l'actualité parce que ça permet aussi de générer des revenus supplémentaires, comme ces sites font référence. Mais par contre, ils sont obligés d'avoir des guides qui fassent également référence. Donc, ils s'adressent à des spécialistes
depuis qu'ils ne travaillent plus avec ce magazine américain qui concoctait tout leur guide avec une charte très précise, ils le proposent à des journalistes spécialisés, d'où le fait que cette année c'est Marilyn qui s'en occupe et c'est super. Et bravo à eux parce que c'est vraiment un gros boulot en réalité. Parce que nous on a forcément plein de choses à faire et là faut dégager du temps à la fois pour le rédiger, mais du temps aussi pour ne pas jouer au jeu de la même façon que d'habitude en attirant, notamment nous on nous avait demandé quand on l'avait fait d'attirer des joueurs non spécialisés pour découvrir comment ils jouaient et pouvoir faire ce retour. Donc toute une organisation et d'avoir des spécialistes aussi, des spécialistes du jeu dans des domaines médicaux, ce qui est, j'ai trouvé ça un peu, c'est beaucoup d'organisation. Oui, mais ce qui est chouette, c'est que pour nous, en passionnés, on est souvent, on rage un petit peu parfois sur les articles qu'on voit passer sur les médias généralistes, parce que souvent, on nous cite toujours le Monopoly, tous les jeux de ce genre. Et là, c'est chouette de voir que sur un journal qui est lu à grande échelle, on voit une sélection qui est une vraie sélection de connoisseurs, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, attention, les jeux sont très grand public, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est une vraie sélection ouverte avec des jeux vraiment très accessibles, mais c'est pas les sempiternels Monopoly et Uno et slash Skijo. Voilà. On va se connecter directement, on va jeter un petit coup d'œil sur les jeux qui ont été choisis. Je la trouve très bien la sélection. D'ailleurs, j'ai jeté un œil, comme tu dis. Et alors, bien sûr, vous avez le lien d'achat, etc., puisque c'est ce que tu disais, ça permet de générer du revenu. Mais ils ont rajouté. Moi, ce qui m'a embêté la fois d'avant, c'était aussi qu'il y avait que Fnac, je crois. Uniquement Fnac. Là, ils ont rajouté Philibert, c'est cool. Je suis plutôt content. Oui, c'est plutôt sympa, ouais. Et donc, on voit dans la sélection, on a des classiques comme un Seven Wonders qui est vraiment difficile à détrôner et un aventurier du rail, mais on voit Harmonies, comment ça s'appelle, Harmonies sur les traces de Darwin qui sont plus récents, pareil pour Courtisan qui est plus récent. Et donc, il y a un mélange entre justement les classiques qui sont bien ancrés. On voit qu'il y a tout plein de types de jeux, du jeu de cartes, du jeu de plateau, du jeu... On voit la réflexion qui a été faite, quoi. Il faut que ça... Ah oui, c'est un vrai gros boulot. Et quand on voit les liens, c'est vrai qu'on aurait envie de voir, par exemple, aller dans vos boutiques ludiques, ce genre de choses. Mais naturellement, vous ne le verrez jamais. Parce que le premier but, c'est con de le dire comme ça, mais c'est de générer aussi des revenus pour le site. Et donc, d'avoir des liens d'affiliation au moment de Noël, ça devient... Autant bien le faire. Donc là, c'est bien fait, c'est super, parce que ce sont de vrais conseils pointus. Mais ces conseils-là n'existeraient pas. C'est toujours le petit regret que j'ai, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une place sur le jeu de société à l'année sur un site comme Le Monde. Ça m'aurait bien plu. J'ai essayé, mais bon, ça demande une autre approche. Et puis aussi, c'est toujours lié aux revenus qui sont générés grâce à ça. Et quelques petites prises de risque quand même. On voit qu'il y a un Daydream, notamment. Un Daybreak, pas un Daydream, un Daybreak, ou un Cosmopolite, qui sont plus inattendus, entre guillemets. Faut arriver à les faire... à adhérer au très grand public avec ce genre de jeu-là, donc c'est chouette. C'est vraiment une très chouette sélection, très variée, qui propose plein de choses. Bravo, en tout cas, aux membres du jury. J'en connais certains mieux que d'autres, mais on les félicite et je trouve que c'est super. Et sur le chat, on a Nicodinette qui dit que grâce aux écouteurs, on a l'impression qu'on s'entend mieux. Oui, effectivement, c'est pour ça que ça fait un moment que je veux avoir des écouteurs. En fin d'année dernière, on en avait qui marchaient en Bluetooth et je ne sais pas pourquoi ils ne marchent plus sur mon ordinateur. Il n'y a plus moyen de le connecter et puis de faire l'émission en même temps. Donc, j'ai mis des écouteurs. Par contre, je vous avoue que c'est pour ça que peut-être je vous parais un peu dans le gaz, c'est que j'entends à peine ma voix. Il faut que je trouve un système où je l'entends un peu parce que ça me résonne dans la tête quand je parle. Et j'ai pas du tout l'habitude, ça me fait très très bizarre. Je comprends. Et voilà, ça c'était les news de cette semaine. Quand même pas mal de news et plutôt que des bonnes nouvelles, donc ça fait plaisir. Ah ouais, ça c'est cool. En vrai, il y avait une nouvelle pas ouf, mais je la garde pour la semaine prochaine. Ah chouette, vivement la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je serai au chalet d'ailleurs. Oui. On sera dans normalement une émission en dur.
On vous parle, comme chaque semaine, vous avez la possibilité de voter pour les jeux que vous attendez particulièrement sur l'application d'un monde de jeu.fr, umdj.fr, c'est marqué en bas à gauche. C'est là aussi que vous pouvez participer à plein d'autres trucs. On vous laisse explorer cette application. Il va y en avoir de plus en plus qui vont arriver. Sur les 3 jeux qui ont été le plus mis en avant sur vos votes, c'est le Behind version Purple, la deuxième boîte de Behind qui arrive donc cette semaine. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Avec 3 nouvelles enquêtes à l'intérieur. C'est ce jeu dans lequel on essaye de résoudre un petit tableau, une petite enquête, un petit casse-tête, ça dépend, c'est pas toujours la même chose. En associant des pièces, il y a un petit côté puzzle à l'intérieur, mais comment on construit le puzzle, c'est toute la question. C'est très attendu, hein, c'est c'est le plus gros. On a regardé les scores depuis qu'on lance cette application, c'est le plus gros avec Tech Time. Ah, ça c'est cool, c'est cool. Mais Behind, c'est. Ouais, j'ai l'impression, enfin, évidemment que je le trouve formidable. C'est un jeu qui est d'une grande innovation quand même, hein, qui a réussi à proposer une vraie nouvelle façon de penser et le puzzle et les jeux de déduction. Et c'est vraiment c'est reconstituer le jeu, c'est presque reconstituer la notice du jeu en puzzle, quoi, pour comprendre comment on refait le puzzle. Et ben, il faut déjà commencer à faire le puzzle, donc c'est presque rentrer directement dans le jeu sans même avoir une notice et comprendre et défricher les choses pour comprendre comment on le recompose. C'est absolument génial comme idée. Et puis là, ils ont décliné sur une deuxième boîte, j'espère. Normalement, il va y avoir la 3e. On espère une longue vie à Behind. C'est un jeu qui, en plus, met en valeur le travail des illustrateurs à chaque fois. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Je vois que tu as mis beaucoup de Galactic Cruise sur un. Ouais, parce que en fait, c'est l'outil de recherche qui tape Galactic, qui va sortir tous les Galactic Cruise, forcément, pour faire les fiches. C'est le numéro 3, parce que le numéro 2, c'est Formidable Farm, le jeu de Friedman Friseux, qui paraît à peu près en même temps en version française qu'en version allemande, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. On peut y jouer directement. Et c'est un jeu dans lequel vous allez faire un peu de gestion. Enfin, dès qu'on a un thème de ferme, on sait qu'on va récupérer des ressources, qu'on va les poser devant soi et qu'on va les dépenser pour obtenir des points de victoire. Souvent, là, c'est pas des points de victoire. On doit remplir les 20 commandes de villageois dans notre village. C'est une course, en fait. Et c'est une course. Le premier qui l'a fait remporte la partie. C'est assez simple, assez original, j'aime bien y jouer et ça me surprend. Ah, moi j'ai adoré. Ouais, ça me surprend parce que j'ai un truc, moi, par rapport à l'équilibrage. Quand je sais qu'un jeu n'est pas du tout équilibré et que on pourrait déjà savoir qui va gagner la partie, ça me frustre un peu d'habitude. Et ce jeu n'est pas du tout équilibré dans la mesure où, on va pas construire de moteur véritablement devant soi. On va se débrouiller avec les cartes que l'on a et on va essayer d'être le plus efficace possible pour économiser des actions, comme dans un jeu de gestion. Ça, c'est normal. Mais comme on ne construit pas, il n'y a pas de draft de cartes ni rien, l'ordre dans lequel vous allez obtenir vos cartes va être plus ou moins efficace. Et en réalité, entre joueurs de même niveau, évidemment, on peut s'adapter, il y a des systèmes pour s'adapter, il y a une rivière de cartes, mais entre joueurs de même niveau, c'est l'ordre de vos cartes qui va définir si vous avez plus ou moins de chances de gagner. On pourrait étaler nos cartes devant nous et voir non, j'ai des cartes moteurs à la fin, ça va pas marcher. On pourrait voir dès le début qui va l'emporter. Mais c'est pas grave. En fait, j'aime beaucoup y jouer, mais j'aime bien le dire quand même parce que ça fait partie de ce concept de jeu. Moi, il est dans mes top jeux dernièrement. C'est un des rares jeux auxquels j'ai envie de jouer, envie de rejouer, envie de rejouer parce que c'est ce que je disais. Friedman Freeze, il a le chic pour faire de la mécanique qui est vraiment hyper ludique, amusante, fluide. Il y a quelque chose de fun dans ce jeu, vraiment. C'est du jeu de troc en réalité, plus que de gestion. C'est vraiment, vous allez passer votre temps à échanger des ressources pour en faire d'autres avec des cartes et il faut les réaliser effectivement. Mais le truc que je trouve, et t'as raison, bien sûr qu'on pourrait regarder notre deck et dire là je suis foutu. Mais la vérité c'est qu'il y a plein de façons de contourner le truc entre les effets sur les cartes, les effets dans les cartes du marché, l'utilisation des cartes réalisées que tu vas utiliser en paiement pour pouvoir refaire des actions ou manipuler tes actions. Et je trouve que moi j'adore, c'est une mécanique qui est le jeu est hyper simple, hyper facile à prendre en main et en même temps il est hyper agréable à jouer et hyper il est fort là-dessus, il est vraiment fort. Il n'oublie jamais en fait le fun. Oui, c'est pour ça en fait. C'est pour ça que c'est bien. Attention, je suis pas en train de vous faire une critique du jeu, en train de vous dire c'est nul, ça marche pas. Pas du tout, parce que rien nous dit. Il y a quand même pas mal d'effets pour bouger de l'ordre des cartes et le remettre en dessous de la pile. Tu as tout à fait raison. Il y a moyen, mais ça coûte des actions, c'est ça le problème. Il y a évidemment moyen. Je caricature en disant
c'est surprenant comme ce jeu finalement est dépendant d'un facteur chance, mais c'est entièrement assumé. Je pense que l'auteur en a parfaitement conscience, il nous le livre comme ça, et nous, tu sais, l'équilibrage d'un jeu, on le place parfois comme une règle d'or, c'est pas forcément une règle d'or. On peut oui, il y a des jeux qui sont fortement équilibrés au point qu'on finit la partie, on a 1 point d'écart et on se dit mais est-ce que finalement c'est le jeu, on a joué au jeu ou est-ce que le jeu nous a joué? Moi, c'est quelque chose que j'aime pas comme sensation, c'est quand j'ai l'impression que le jeu nous récompense trop. Et fait en sorte que tout le monde fasse des points et tout. Donc moi, je dis souvent, ne faites pas des jeux trop équilibrés parce que ça retire du plaisir, en fait, hein, on se dit, bah oui, d'accord, qu'est-ce que j'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais fini avec un score à peu près identique. Donc là, moi, j'aime bien ce parti pris, justement, de jeu un peu tranché, un peu cassé, un peu fun, quoi. Donc c'est vraiment très, très chouette. Galactic Cruise, c'est le 3e jeu qui arrive en haut de votre classement cette semaine. C'est un gros jeu de gestion, celui-ci, avec un thème très fort sur Galactic Cruise. Vous savez vraiment ce que vous faites, et du coup, même si le jeu est complexe, et vraiment, les implications d'action, elles sont pas évidentes à intégrer sur votre première partie. Il faut souvent une partie pour bien s'en sortir, mais c'est pas un jeu que vous allez jouer en boucle, vu le temps qu'il prend. Malgré tout, le thème permet d'adoucir beaucoup les choses. On sait qu'on va envoyer des spationautes faire des beaux voyages, des visiteurs de l'espace d'ailleurs, parce qu'il y a un côté tourisme dans ce jeu-là. On est dans un futur lointain et on s'amuse à composer nos vaisseaux spatiaux et d'envoyer du monde dans l'espace. Et c'est assez chouette. Ouais, et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément mon préféré, justement parce qu'il est très séquencé. Tu sais vraiment ce que tu vas faire dans quel ordre, quoi. Il faut commencer par prendre des corps de fusée, puis la fusée, puis fabriquer sa fusée, puis mettre des gens dedans, puis une fois qu'il y a des gens dedans, lancer sa fusée. Et donc, en fait, ce côté très séquencé le rend très organisé, et même s'il est vraiment très bien, moi, j'ai un peu cette lecture linéaire du jeu. Après, c'est quand même... Enfin, objectivement, c'est un très bon jeu, hein. C'est peut-être un peu moins pour moi, mais vraiment très bien. Voilà pour les 3 jeux les plus attendus. Je vous donne les 2 derniers. On monte jusqu'à la 5e place. Ah bah je croyais que... Ah oui, c'était... c'est vrai qu'on faisait 5 d'habitude, mais là je me suis mis sur 3 parce que on fait un petit format avec Rachel, notamment pour mettre sur Instagram. On vous les annonce également et on en a fait 3, donc je m'étais limité à 3. Le 4e, c'est Limite. Qui paraît chez Ludonote, donc un jeu avec un petit versant politique, mais on vous impose rien, n'ayez pas peur, c'est simplement que c'est un jeu qui fait réfléchir sur l'économie, le système mondial, avec des cartes que vous allez acheter, vous allez pouvoir partir dans plein de directions différentes et vous regardez ce que ça fait, quels sont les effets, quelles sont les conséquences sur les joueurs autour de la table. C'est un très gros jeu également, Limite, et c'est le dernier jeu publié par les Ludonotes. Avec un fort message à l'intérieur, puisque le titre, ça veut dire que la planète a des ressources limitées, et donc vous devez vous développer, mais vous aurez des limites. Je ne sais pas si c'est un fort message. Je pense tu as c'est raison. Un parti pris. Hein. Ouais, tu as raison de le dire, mais je crois que c'est un fort contexte. Parce que le message, il n'est pas imposé par le jeu. J'ai envie d'insister là-dessus parce qu'il y a des joueurs qui vont se dire « Oh, j'ai pas envie de faire de la politique, moi, fichez-moi la paix. » Mais tu n'en as pas forcément plus que dans un Through the Ages, tous ces jeux de civilisation. Oui, c'est ça. Il y a un contexte qui est très fort, on le connaît, le titre vous dit quelque chose, les cartes vous disent quelque chose, mais vous choisissez ce que vous faites. Si vous voulez être un odieux capitaliste terroriste, vous pouvez le faire, et si vous gagnez la partie, vous n'avez pas forcément eu tort dans cette partie-là, mais par contre, derrière, ça vous amène à réfléchir. Ouais, mais j'ai très envie d'y jouer à celui-là. Et donc le 5e ? Et le 5e, c'est Critter Kitchen, qui paraît cette semaine également, un jeu dans l'univers... un jeu choupi. Ouais, dans l'univers de... C'était quoi le jeu qui était paru avant dans ce même... Flamecraft, avec des petits animaux mignons. Mais cette fois-ci, on fait la cuisine, et je dois dire que j'ai préféré à Flamecraft. C'est plus rigolo. Ça reste de la gestion très simple, mais c'est plutôt attrayant en termes de graphisme, en termes de mécanique. On passe un bon moment à préparer ces petites recettes, avec un thème qui est rigolo. Vraiment, on s'amuse autour de la table dans ce jeu de gestion. Accessible. Voilà pour le top 5 de cette semaine. Ceux que vous avez votés, c'est pas nous qui avons choisi. C'est pas nous qui avons choisi les 5 jeux, parce qu'il y en a peut-être de très bons également qui sont classés un petit peu plus bas. C'est vous qui le choisissez chaque semaine en participant au vote. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause publicitaire Ouais. Est-ce que c'est parce que je te l'ai pas annoncé, ouais. Mais normalement,
quand tout va bien, on a une pause publicitaire dans cette émission. C'est bon signe, c'est bon signe. Donc, cette semaine, on remercie Lucky Duck Games qui nous propose de diffuser une petite publicité, d'ailleurs que Guillaume c'est lui qui a fait la voix off, pour qu'elle soit en version française, pour que vous puissiez l'écouter. Donc Skyrise, on vous propose cette semaine, on se retrouve juste après. Yes. Bienvenue dans cette cité majestueuse flottant parmi les nuages. Bienvenue à Skyrise, un jeu d'enchères pour 2 à 4 joueurs. Les quartiers célestes n'attendent que votre génie et un set de valeurs asymétriques pour marquer l'histoire. Enchérissez par adjacence et emportez la mise pour y bâtir vos immeubles. Artistes, naturalistes, philosophes et inventeurs, autant de factions dont vous devrez maximiser la confiance sur le plateau de votre personnage historique en y plaçant les jetons récoltés. Utilisez à escient votre merveille, mais également votre objectif secret et les cartes panorama connues de tous pour marquer la ville de votre empreinte. Les 4 mécènes ont également de l'influence, alors ne les négligez pas. Autour d'un plateau magnifique qui se construit au cours de 2 ères, retrouvez une tension de tous les instants et des interactions fortes pour un jeu accessible qui marquera votre table de son empreinte inégalée. Skyrise, un jeu Roxley Lucky Duck Games. Et hop, on se retrouve ensemble après cette magnifique publicité. Guillaume Mahut nous dit Élodie Leblanc, je veux y rejouer. Je me demande si j'enlève pas un écouteur pour m'entendre mieux. Est-ce que là... Je vais essayer comme ça, parce que vraiment, j'ai l'impression d'animer bizarrement cette émission. Je vais essayer avec un seul écouteur, on va voir si je t'entends aussi bien. Sinon, les 2 écouteurs qui coupent tout, où j'entends pas ma voix, c'est très, 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 très bizarre. J'ai pas encore trouvé le système idéal. Ça n'a pas l'air d'être des écouteurs qui isolent, c'est bizarre qu'ils soient, qui t'isolent à ce point-là. Je sais pas. Et là, ça change tout. Là, je m'entends, et j'espère que je vais t'entendre aussi bien. Eh ben, écoute, c'est vrai que c'est le meilleur des 2 mondes. Parce que là, j'ai eu du mal sur le début de l'émission. Je m'excuse pour ceux qui nous suivent, qui ont l'impression que je suis moins réactif. Ah, qu'est-ce que je me sens bien, j'entends ma voix, c'est fou, c'est incroyable. Skyrise, qui d'ailleurs est une en fait, c'est pas forcément annoncé, je sais pas si c'est annoncé dans la pub parce que j'avais pas le son, mais c'est pas trop annoncé même en com, c'est en fait, un retravail autour du jeu Metropolis. Ouais, alors que les gens connaissent plus, forcément. Ah, quel bonheur de m'entendre, je vous dis pas. Ah, c'est fou, je revis, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Écoute, c'est chouette, ça ne coûtait pas si cher que ça. Un écouteur en moins, c'est fou. Ouais, la bonne solution. Alors les gens les connaissent plus parce que c'est des jeux qui ont 15, je sais pas combien de temps quand il est sorti exactement, mais peut-être 15 ans. Et c'était un chouette jeu. On a adoré y rejouer, nous, au chalet. Franchement, beaucoup de plaisir à le ressortir. Je pense que ça fait partie des jeux évidents, hyper agréables. Un peu comme Rebirth qui va sortir également là sur cette fin d'année. Qui, quand tu joues, tu te dis mais c'est une évidence. Ce jeu-là, ça fait partie des jeux à côté desquels il faut surtout pas passer. Et donc c'est une très très bonne nouvelle que ce jeu arrive début décembre, si je ne me trompe pas. Très bien. Et j'ai pas encore pu y jouer, mais j'avais joué à la version précédente et c'est vraiment un système de jeu qui est excellent, d'une méchanceté sans borne. Non, c'est les joueurs qui sont méchants, c'est pas le jeu. Le jeu, ils jouent comme tout. Mais c'est très oui, c'est vrai, le jeu il est gentil, il a fait de mal à personne. Mais c'est très c'est des mécaniques qui sont extrêmement simples à expliquer, extrêmement stratégiques. C'est c'est des jeux où moi j'aime bien justement parler de l'équilibrage. C'est très équilibré, mais par contre, vous pouvez avoir des scores qui sont pas du tout équilibrés à la fin. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, c'est des jeux où vous pouvez vraiment bloquer très, très fort votre adversaire. Et donc, beaucoup d'interactions. Il est très, très, très agréable, ce Skyrise, je ne sais pas, mais en tout cas, Metropolis, et ça a l'air d'être quand même relativement proche. Et on part sur le tour du monde. Et c'est parti, en voiture. En voiture, Simone. J'ai pas osé, mais ouais. Non, je t'appelle pas comme ça, c'est dans l'intimité. C'est ton vrai nom, les gens le savent pas. On continue avec le tour du monde ludique. Le premier jeu dont on vous parle, on en a déjà parlé sur la chaîne parce qu'on a eu la chance de diffuser la publicité. Je crois que c'était pendant Valménier, pendant le sommet des jeux, qu'on avait la publicité de Cup the Crab, ou alors peut-être pendant Cannes, je ne sais plus. Pour Mandou, on l'avait eu pour non, c'est Pixie qui avait pris cette publicité-là à l'époque. Ça y est, le jeu va enfin arriver, donc distribué par Pixie, j'imagine. Oui, forcément. Tout à fait. Et c'est Mandou qui est l'éditeur d'origine. Début 2026, le petit jeu qui s'appelle Cup the Crab. C'est un jeu de Michael Fleetcotter. Alors, je préviens, la semaine est une petite semaine d'annonces.
J'ai raclé tout ce que j'ai pu et j'ai même été chercher des prototypes, des photos. Je remercierai les gens qui les ont postés au passage parce que parfois on a l'info nous, mais des fois on s'inspire de ce qu'on trouve sur Internet. Je n'oublierai pas de citer mes sources, mais c'est une semaine qui n'était pas très chargée en annonces, donc l'émission ne devrait pas se finir trop tard. Voilà, contrairement à d'habitude. Donc, non, mais ouais, les émissions ont été très très longues depuis la rentrée. Pour moi, c'est un problème, je pense. Je parle pas de celle-ci en particulier, mais dans l'ensemble. Toutes les émissions d'un monde de jeu sont un poil trop longues, je trouve. Alors, ça parle pas à tout le monde, mais il y a des gens qui peuvent pas faire leur entière, donc c'est difficile de s'amuser à. Enfin, je trouve que c'est présager de ce que les gens sont capables d'écouter. Ouais, après, c'est vrai que c'est une période qui est toujours très riche. Octobre, novembre, on le sait, et les émissions sont toujours un peu plus longues et plus courtes après, de décembre à février, et après, ça ressera long, etc. etc. Donc, Cup the Crab est un jeu de Michael Feldkutter, illustré par Chong. Et les illustrations, elles sont beaucoup trop chouettes sur ce jeu, d'ailleurs. Et c'est édité à l'origine par Mandou Games, effectivement, et c'est localisé par Pixie. Ça va arriver début 2026, et c'est un tout petit jeu de cartes dans lequel vous allez avoir en main en gros des cartes qui représentent des boîtes de conserve qu'on peut trouver au fond de l'océan, ou des gobelets, enfin toutes ces choses polluantes et affreuses, et des cartes qui représentent des animaux, des crabes ou des petits poulpes qui ont tendance à faire leurs habitations à l'intérieur de ces gobelets. Et le jeu, c'est simple. Vous allez rajouter des cartes en colonne vous allez ajouter une carte à des colonnes existantes qui vont former en fait des abris, comme on peut le voir sur la couverture. Et au moment où vous pensez que la colonne est la plus intéressante, ou en tout cas que c'est le bon moment pour la prendre avant que quelqu'un d'autre ne vous la chippe, et vous pourrez mettre votre petit crabe à l'intérieur pour la comptabiliser. Un petit côté Medina, mais version carte, en fait. Ce côté, je fais agrandir des espaces, et à un moment, j'essaye de faire l'équilibre entre j'ai envie que ça soit plus grand, mais j'ai pas envie qu'on me le pique, quoi. Voilà. Donc, tout petit jeu avec. Je sais que l'illustration de Pixie, si c'est la boîte que j'ai vue passer, n'est pas tout à fait identique à celle-ci. Mais voilà, c'est une annonce qui a été faite. Cup the Crap, non, pas Cup the Cup. Pas cut, mais cup, parce qu'il y a les tasses qu'on met par-dessus les crabes. Et pas crab, parce qu'il y a des crabes. Voilà. Petite annonce rapide qui, par exemple, on va pas s'éterniser dessus, mais Room 25, qui est un jeu, peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas Room 25. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en parle plus de Room 25, qui était plutôt chouette, hein. Basé sur un film à l'origine. Alors, il n'y a pas de licence dessus, mais c'était quoi le film? C'était The Cube, non? Oui, je crois que c'était ça. C'était The Cube, qui est un film. C'était d'ailleurs Cube tout court, qui est un film des années début 2000 ou fin 90. Et ce jeu en est à sa 5e édition. Celle-ci, ça sera la 5e. Je l'ai mis annoncé en version française. Parce que là, on commence toujours par les jeux qui arrivent en version française, parce que je suis partie du principe, même si là, la couverture, vous le voyez, elle est en anglais, et que j'ai trouvé cette information sur un site anglophone, je me suis avancé en me disant, à mon avis, on aura la version française qui va suivre. C'est là, sur celle que tu as, c'est marqué Matago quand même. Donc, voilà, ça a l'impression que, a priori, il y aura peut-être une version française. Exactement. Mais on fait des suppositions. Mais le petit truc qui est intéressant, c'est le same but better qu'on peut voir en bas de la couverture, qui dit qu'en fait, oui, il y a une refonte graphique, mais il y a aussi une refonte mécanique qui sera pas forcément très énorme, mais qui va ajuster des tas de points pour rendre le jeu meilleur. Ce jeu, je rappelle, c'est un jeu vous allez avoir plein de tuiles qui composent un vaisseau. Elles sont face cachée. Vous partez du centre du vaisseau avec tous vos potes, et il va falloir réussir à s'évader de ce vaisseau. Donc vous allez à la fois explorer le vaisseau. Il y a petite mécanique à la labyrinthe, où on pousse des tuiles, où on va transformer, puisque dans le film Cube, à chaque fois qu'on passait une porte ou qu'on revenait en arrière, le labyrinthe avait changé. C'est un peu le même principe là. Et donc votre but, c'est de trouver la sortie, et de pas mourir en chemin, et de pas vous perdre en chemin, et d'être le premier à en sortir. Donc ça a l'air c'est un jeu que j'ai joué, mais il y a fort longtemps. Ouais. Et il faudrait que ça m'a donné envie d'y rejouer, d'ailleurs, pour voir ce que j'en pensais aujourd'hui.
Voilà, Room 25. Donc, comment je vous fais voter pour ça? Parce que ce jeu n'a pas de fiche pour l'instant, il n'existe pas spécialement. Donc, je vais vous créer une fiche blanche pour Room 25. Hop. Puisque, comme d'habitude, vous pouvez nous donner votre indication sur est-ce que vous attendez ce jeu particulièrement ou pas du tout. Est-ce que vous avez envie de le racheter aussi? Parce que je pense que vous êtes nombreux à regarder cette émission, à avoir déjà. Moi, C'est un classique, hein. Ouais, j'en ai quelques-unes. Alors, j'y joue pas souvent parce que c'était un peu. J'y joue pas souvent parce que voilà, parce que je joue à d'autres trucs. C'est surtout ça. C'est ça. Bah, je vous mets plus. un ancien visuel de Room 25 parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une image quand même. Oui, j'ai oublié de. J'ai eu tort. J'ai juste mis le nouveau visuel. J'ai oublié de mettre une image du plateau. C'est pas très grave, il n'y a pas de problème. Je regarde, il y en a plein. Effectivement, quand on tape Room 25 dans Board Game Geek, il y a énormément de versions diverses et variées. Allez, hop. On continue avec Héliopolis. Alors là, on est dans ce que je vous ai dit. Je suis tombée sur un site où, et je remercie donc, je crédite À quoi tu joues. Ils ont un blog et ils font des articles que parfois je tombe dessus. Et ils ont eu l'occasion d'aller au festival Je joue en Beaujolais. Ouais. Celui-là, on n'y était pas. Dans le festival durant lequel Bruno Catala qui a été présent, je crois, leur a fait jouer à ce prototype qui s'appelle Héliopolis, qui va donc paraître à première vue en 2027. Mais donc voilà, comme on est 2027, on a une date. Okay. Oh là là, enfin, il n'y a pas de date, hein, mais 2027 point d'interrogation. Hein, en tout cas, c'est pas pour l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de développement parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un gros work in progress en jaune sur cette couverture tout à fait faite en IA. Mais comprenez bien que c'est du prototype. Donc, cette couverture n'aura rien à voir. Et ils cherchent encore un illustrateur. On n'est pas du tout à ce stade-là du développement. C'est juste pour vous dire, jeu de Bruno Catala et Frédéric Brelot sur le thème de l'Égypte, qui sera donc un des prochains jeux de Catch Up Games. On en reparlera du coup quand on aura des visuels définitifs, quand on y aura joué, etc. Mais il y a déjà des premières images du plateau, de ce à quoi ça va ressembler. Encore en version proto, c'est toujours sympa de voir ça. À première vue, c'est un jeu dans lequel il y aura de la gestion de main et de cartes, puisque vous aurez des cartes sur lesquelles il y aura des actions que vous allez pouvoir jouer pour interagir avec les différentes parties du plateau. Vous allez pouvoir avancer sur la piste, on le voit, du Nil avec un petit bateau. Vous allez pouvoir construire des pyramides avec les petits dés qu'on voit aussi sur la surface de la pyramide. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Sur le blog de Aqua... Ah, tu y as joué? Oui, j'ai joué au festival de Strasbourg à ce jeu et c'était très chouette, hein. C'est un vrai jeu. En fait, ce qui fait plaisir, c'est que ça y est, un plateau avec, il se passe des choses sur ce plateau. En plus, ça t'emmène en Égypte et c'est sympa. On retrouve des sensations qu'on adore dans ce type de jeu. Il y a plusieurs pistes. Ça fonctionne avec, tu as vu les gros dés là, qui sont posés. Tu vas faire pas mal de choses avec. Il y a plusieurs pistes. Tu peux partir dans des directions complètement différentes, construire ta pyramide, te déplacer sur le Nil. T'as vraiment des choix qui sont variés et ce plaisir de sortir un gros plateau et de l'étaler sur la table, c'est quand même super. On le fait pas si souvent et ça m'a fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir. Ça t'a fait beaucoup plaisir pour moi. Ouais. Mais c'est vrai, non, mais c'est un truc, c'est un truc qui se recoupe entre tous les créateurs de contenu avec qui je parle et tous les passionnés de jeux de société avec qui je parle. On est tous d'accord, on est triste, les plateaux nous manquent. Et les éditeurs, non mais c'est pour ça qu'il faut rassurer. Nous, on a la chance d'avoir pas mal d'éditeurs au chalet qui viennent. On leur fait cette remarque, je leur ai déjà dit, moi j'ai envie de jouer à des jeux de plateau. Ils me disent, mais nous aussi, mais on nous en propose plus. Non mais vraiment. Donc soyez rassurés, ça veut dire que ça va revenir. Et à un moment, on disait, j'ai envie de jouer à des jeux de lettres, j'ai envie de jouer à des jeux de mots. On nous disait, nous aussi, il y en a plein qui sortent là en ce moment. Pareil sur les jeux de cartes, il y a eu cette période où d'un seul coup, tout le monde a eu envie de faire du jeu de pli. Alors, peut-être qu'on va être noyé dans les jeux de plateau. Parce que vraiment, il y a des tendances commerciales derrière qui parfois freinent les ardeurs des uns et des autres, mais l'envie, elle est commune. Oui, et puis, mince, ça s'appelle jeu de plateau, quoi. Il est où le plateau? Et puis, il y a eu beaucoup de jeux avec des plateaux personnels, en France, avec des plateaux personnels où on se développe chacun dans son coin, mais on a eu beaucoup moins de plateaux communs, de développement de pistes, de zones d'action. Voilà, c'est ce qu'il y avait énormément avant. Maintenant, on en a moins et on se met à genoux et on supplie que ça revienne. Auteur, autrice, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bien, le jeu suivant, il n'y a pas de plateau.
C'est encore un proto. Là, les 3 jeux dont je vais parler, c'est les trois jeux dans les news, c'est vraiment du proto. Vu sur BGG, cette fois-ci, Board Game Geek. Ce que je trouve fou, parce que je suis dégoûtée, parce qu'il était sans doute visible à Essen dans l'espace. Après, je pense qu'on a un travail à faire sur nous-mêmes, parce qu'on peut râler en disant on n'a pas les infos, il faut qu'on les trouve sur les sites américains pour parler des jeux français, donc des fois ça nous perturbe. Mais tu vois, on a eu sur l'exemple sur le jeu d'avant, Heliopolis, je l'ai vu, je l'ai joué, mais tu sais, c'est toujours ce truc de je vais attendre qu'on me dise c'est le moment d'en parler avant d'en parler, et puis finalement tu le vois popper à des endroits et tu dis bon c'est peut-être le moment d'en parler du coup, et on stocke des informations que l'on a forcément, vous imaginez bien, on reçoit plein de monde tout le temps, donc on les connaît les jeux, souvent on les a vus passer. C'est à nous peut-être de réfléchir davantage et d'avoir cette rigueur qui nous impose de reposer la question à chaque fois, à quel moment j'en parle, est-ce que je peux en parler, est-ce que tu m'autorises, ça vaut le coup, puis surtout c'est vrai qu'on peut pas libérer toutes les infos à n'importe quel moment du développement d'un jeu. Ouais, mais c'est vrai que étant dans la news, on devrait vraiment être très réactif là-dessus. Alors peut-être plus, oui. Je pense qu'il y a un travail qu'on a à faire nous sur nous-mêmes. Ouais. Et d'ailleurs, celle-ci, pareil, moi j'ai joué à ce jeu il y a un petit bout de temps. Alors il n'y avait pas encore le thème, il n'y avait pas encore rien. Donc là, j'aurais pas pu en parler, parce que vous dire j'ai joué à un jeu qui est super, mais je peux pas vous dire quoi que ce soit. J'avais vraiment l'interdiction pour le coup d'en parler. Spooky Tower était présent à Essen, apparemment dans l'espace business d'Asmodée. Je n'ai pas pris de rendez-vous avec eux, mais moi je sais que toi t'en as pris un, mais tu n'as pas vu le jeu. Enfin, que s'est-il passé? Ou alors je me suis trompé, mais je crois pas l'avoir vu celui-ci. Voilà. Ça peut m'arriver d'oublier des choses, ceci dit. Parce que voilà, je sais pas, c'était pas le moment. Exactement. Mais ça, c'est moi, ça m'a fait me dire bon, l'année prochaine à Essen, j'arrête les bêtises et je fais quand même un tour, parce que on avait fait Vichy juste avant. Je m'étais dit bon, ça va, j'ai tout vu à Vichy. Non, il y en a vraiment qui apparaissent même à Essen, donc il faut aller voir les éditeurs français. Là, c'était donc sur Board Game Geek, ils ont fait un article de toutes les nouveautés qu'ils ont vues, même encore en prototype, et donc j'ai vu Spooky Tower, qui est le futur jeu de Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras, et qui va paraître en mai 2026. Donc là, vous pouvez le noter dans vos agendas pour l'année prochaine, parce que ça commence à être des attentes, ces fameuses attentes de fin d'année pour qu'est-ce qui va sortir l'année prochaine. C'est un jeu dans lequel vous allez, en gros, il va y avoir des dés qui vont être tirés. On voit, il y a une petite tour à dés, c'est sympa. Et vous allez, avec les valeurs des dés, récupérer des cartes dans des pioches qui représentent des maisons hantées. C'est un peu ce que j'ai compris. Et dans ces maisons hantées, vous avez tel type de cartes qui peuvent être présentes. C'est un jeu de collection. Moi, j'avais pu jouer à une version proto de ce jeu, je le reconnais. Il n'y avait pas du tout le même thème, il n'y avait pas du tout le même, le thème était complètement différent. Je ne me souvenais plus de la mécanique exactement, mais je me souviens quand j'avais joué, c'était il y a bien 6 mois, 1 an, que je m'étais dit waouh, c'est vraiment trop bien. Et que je m'étais dit, ces auteurs-là, ils arrivent encore avec des petites choses et des gameplays pas ultra complexes à créer des très bonnes idées. Donc moi, ça fait partie de mes grosses attentes de l'année prochaine, parce que il m'avait laissé un goût, malgré le pitch que je vous ai fait, qui a l'air d'être, c'est un jeu un petit peu hasardeux et tout. En fait, moi, j'avais eu un très très bon feeling de partie. Et donc, faut comprendre que ce genre de jeu, tant qu'on n'y a pas joué, on n'a pas le sentiment de ce que ça va nous faire éprouver. Et sur le papier, on pourrait se dire ouais, on aurait une collection classique, etc. Il y avait un petit twist dans ma tête qui était plutôt très intéressant. Donc, à surveiller, Spooky Tower. Il va être dans les jeux dont on reparlera et qui vont marquer l'année 2026, j'en doute pas. Voilà, donc là je vous lance un vote, mais alors sans image, parce que il est nulle part. En fait, c'est la seule image de tout Internet, celle que vous voyez là. C'est un peu tôt, sans doute, pour avoir tous les visuels professionnels, mais ça vaut le coup quand même de savoir si vous l'attendez particulièrement. On verra à la fin de cette émission les jeux que vous attendez le plus. Et c'est, je trouve que vraiment, tu vois, j'adorerais que du point de vue des éditeurs, il y ait vraiment cette omerta qui disparaisse à partir du moment où on le montre à des... Oui, c'est vrai que qu'on puisse se dire quand c'est en festival, normalement c'est bon, ça sert à rien de le montrer à la presse en leur disant vous en parlez pas, mais bon. Exactement. Vu sur Board Game Geek également, Red Notice, cette fois-ci j'ai pas de couverture, mais j'ai du prototype et j'ai joué au jeu, et je pense que toi aussi à Valmenier on y avait joué. Il va paraître chez Catch Up Games aussi. Je crois pas y avoir joué, moi, alors je peux oublier. Tu crois que j'ai joué, moi?
Ah bah, il était à Valmenier, en fait, Oui, mais donc j'ai il a très fait peu joué à partie des Valmenier. Moi, j'avais pas mal de choses à faire et du coup, je m'en suis pas tant. Attends, ça me dit quelque il chose. avait Je un crois que nom, Alors, si, j'y ai joué, mais pas. Je crois pas y avoir joué à Valmenier. Je. ça s'appelait pas Red Notice, ça s'appelait Catch Me If You Can. Ouais. Et il pouvait pas l'appeler comme ça parce que c'est le titre du film. Oui, effectivement, j'y ai joué. Je me rappelle maintenant en voyant le matos. Peut-être à Valmenier, du coup, mais je me rappelle plus de l'endroit. C'est bon, je me rappelle du lieu, tu sais, dans lequel tu jouais à un jeu. Oui. J'ai l'impression que c'était ailleurs, mais peut-être au chalet, tout simplement. Le jeu Red Notice donc est un jeu de 2 joueurs, si je dis pas de bêtises, hein, exclusivement, qui sera un jeu de, il y en a un qui est caché, et l'autre doit le retrouver, le choper. L'un joue une cambrioleuse qui passe, qui parcourt le monde. C'est vraiment Catch Me If You Ouais, Can, hein, j'ai joué à Vichy, je me rappelle thème, maintenant. voilà. Ouais, je Qui cherchais, se mais je cherchais le moment. Ça y est, j'ai retrouvé, je vois le lieu. qui se promène à travers la carte du monde pour aller faire des cambriolages et encaisser son argent et qui doit fuir. Et en fait, elle donne des indices sur sa présence en moment où justement elle encaisse sa thune à des endroits. Et l'autre joueur la poursuit et doit réussir à l'attraper et va réussir, bien sûr, avec certaines actions, à avoir des indices sur son placement, etc., etc. Il y a un système d'action, de choix d'action qui est vraiment plutôt très très bien fait et qui est la partie la plus intéressante du jeu. Vous voyez, c'est ce petit plateau avec les jetons qui sont au-dessus du plateau central. Et sur cette partie, en fait, vous avez des jetons. Alors, il y a une. J'ai Mélodie Leblond, pardon, je m'excuse, mais dans mon oreillette, j'ai Mélodie Leblond qui vient de me partager une nouvelle qui vient d'avoir été mise il y a 1 minute sur les réseaux sociaux. Rappelez-moi de vous en parler juste après parce que c'est une nouvelle assez importante. Donc, merci à Mélo qui nous tient au courant en direct. Donc, dans ce jeu, le système d'action, en fait, c'est vous avez des jetons, les 2 joueurs, vous voyez 3 jetons chacun, et qui vont vous permettre de sélectionner vos actions. Mais en fait, il va y avoir une phase de programmation, vous allez jouer face cachée devant la carte qui vous intéresse. Mais ces jetons ne sont pas tous des prises d'action. Il y en a, c'est juste des leurres, et il y en a, c'est vraiment... alors, je sais plus exactement si c'est des points d'action, etc. Je sais plus comment ça se passe. Mais en gros, si vous êtes tout seul sur un emplacement, vous allez pouvoir faire les 2 actions de la carte. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous allez vous partager, ça va être le joueur qui est le plus fort en valeur qui va choisir l'action de la carte qui l'intéresse en premier. Quelque chose comme ça, en fait. Et je trouve que ça marche très, très bien comme mécanique. Et du coup, après, vous devez retrouver l'autre ou vous échapper. Ça marche plutôt pas mal. J'avais battu, les auteurs sont Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau. J'avais battu Gauthier de Cotreau en 1 minute 15, le pauvre. Et je lui avais dit, du coup, c'est nul. En vérité, j'avais été méchante. Le jeu. Toujours, comme toujours. Ouais, j'avais été méchante. C'est un peu mon trait de caractéristique préféré. Ouais. Mais il perd tout le temps quand il joue contre moi à ses prototypes. Je pense qu'il veut que j'aime ses jeux, mais il a oublié qu'il fallait quand même résister un petit peu dans la démarche. Mais non, j'avais trouvé que c'était... au moins, il y a toujours chez ces auteurs-là, on voit avec Niwashi, il y a toujours la volonté quand même de trouver quelque chose d'un peu original qu'on n'a pas fait complètement avant et de trouver un petit twist mécanique qui change les choses et c'est agréable. Donc, on va surveiller. Ça a dû déjà changer depuis la dernière fois que j'y ai joué. Ça arrive en février 2026. Et je viens de voir... Alors, c'est quoi cette nouvelle que tu viens de voir? je pense que tu étais au courant, mais Benoît Bagné vient de communiquer... Oui, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Je t'ai dit avant l'émission, j'ai des infos que je peux pas donner tout de suite, mais qu'effectivement, ce sera pour la semaine prochaine. Ce sera pour cette semaine. Effectivement, il nous a envoyé un petit message hier que la boîte qui quitte la boîte de jeu. Ce qui était prévu, en fait, depuis un moment. C'est pas une annonce retentissante. Et Ouais. Et c'est simplement, il part sur d'autres projets. Il a monté cette boîte. La boîte de jeu, c'est une super boîte qui est vraiment un vrai succès du monde du jeu de société, qui a apporté plein de choses et qui continue à apporter plein de choses parce que la boîte de jeu continue, évidemment. Oui, je vois. En fait, c'est sur Facebook. Je vais aller voir du coup on est d'accord que Benoît Bagné était un des fondateurs ou le fondateur. Oui. Voilà, c'est le fondateur. Et en fait, c'est Benjamin Collomb qui est dans l'équipe depuis 2017, qui reprend la direction. Ouais. Donc, il laisse son bébé dans les mains de... Voilà. Et il dit qu'il ne quitte pas le monde du jeu, Benoît Bagné. Il en reparlera plus concrètement en 2026. Et donc, ça faisait 12 ans. Alors, forcément, pour les gens qui ne sont pas
qui sont pas familiers du monde du jeu, c'est peut-être un petit peu abstrait de parler Ah non. de, d'une personne qui quitte une boîte, etc. Mais pour les gens qui connaissent, Benoît Bagné, c'est vraiment un personnage assez central du monde du jeu qui a formé cette boîte et donc on lui souhaite tout le meilleur possible. Oui, oui. Alors, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, hein. C'est simplement que les maisons d'édition ont un parcours, des étapes, des gens qui participent. Ça change, en fait. Les équipes, souvent, se modifient, changent. Il y a il y a eu du mouvement. La boîte de jeu, c'est une boîte qui appartient maintenant à Hachette, qui a racheté cette maison d'édition. Donc, c'est logique, souvent, quand il y a un rachat, que les fondateurs s'en aillent vers d'autres aventures au bout d'un certain temps. C'est même prévu au moment du rachat. Il y en a certains qui restent. Pour l'instant, par exemple, Ketchup a aussi été racheté par Hachette. Pour l'instant, les fondateurs sont toujours dans la boîte et continuent de la manager. Chacun fonctionne comme il l'entend. Et en ce qui concerne Benoît, il se lance dans de nouveaux projets. On a vraiment hâte de vous en parler, de les découvrir aussi, parce que je ne les connais pas spécialement. Je me doute de certaines choses, mais je suis curieux de savoir ce qui va se passer réellement derrière. Et l'énergie que ces personnes ont eu à créer des choses, à les découvrir, à les amener, à les modifier aussi, parce qu'il y a eu plusieurs histoires à travers la boîte de jeux. Il y a eu les premiers jeux qui sont sortis avec de vrais gros succès dès le début. Cerbère fait partie des jeux qui sont anciens de la boîte de jeux, par exemple. Il y a eu d'autres tentatives. Interior, c'était une localisation. Ils ont fait une petite gamme de jeux localisés pendant une période. Puis il y a eu l'arrivée des très grosses boîtes qui ont été distribuées via financement participatif, avec une approche particulière du financement participatif qui était assez bien vue, d'ailleurs, souvent en accord avec les boutiques, avec une démarche qui n'était pas la même que d'autres, peu de retard dans la production des jeux. Là, je vous montre Malia, qui est peut-être pas celui qui a été le plus rapide, mais dans l'ensemble, il y avait une certaine rigueur dans la création de ces financements. À tel point d'ailleurs que le dernier qui est prévu, Shifters, si je me trompe pas, a été retardé plusieurs fois pour trouver le bon moment de lancement. Et puis dernièrement, donc tous ces jeux narratifs dans lesquels on vit une aventure, les jeux dont vous êtes le héros. Backstories, vous le connaissez forcément, le jeu qui avait remporté les Sabliers d'Or il y a 2 ans, mais aussi plus récemment les tout derniers, Butterfly Effect, qui vient tout juste de paraître. Une des boîtes vient de sortir et la deuxième sort en décembre. Donc tout un parcours que l'on salue, parce que c'est des petites briques qui ont aidé à construire le monde du jeu qu'on connaît aujourd'hui, qui nous passionne. Et les personnes qui sont derrière, ils changent. Ils changent de mission, de but, c'est d'autres étapes de leur vie. Et souvent, c'est pour apporter de nouvelles choses. On l'a vécu plein de fois. Istari de Cyril Demingue est devenu un peu Space Cowboy derrière. Des personnes que l'on connaît dans certaines boîtes sont passées à d'autres boîtes, ont créé d'autres choses. C'est des exemples et on souhaite le même succès, évidemment, à Benoît. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer et moi, je suis confiant là-dessus, mais s'il va s'éclater dans ces nouveaux projets. Bien sûr. Bon voilà, merci à Mélo, du coup, qui nous a tenus en direct au courant de ce qu'elle voyait sur Internet pendant que nous étions occupés à vous parler des nouveautés mondiales. Est-ce que je lance cette vote sur Red Notice? Je suis pas sûr. Sinon, je le lance juste là. Il est coupé par l'actualité. Je pense pas l'avoir lancé. Hop, je regarde. Et j'en ai fini avec les annonces françaises. Alors là, je dis les annonces. Vous avez bien compris que les jeux en prototype n'ont pas encore été annoncés officiellement. On est un petit peu dans le « Oh, j'ai vu ça ». Moi, je m'autorise à parler de ces jeux-là, même s'ils ne sont pas finis d'être développés, parce que je les vois ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Internet, et que du coup, je pars du principe que et les infos soit sont sorties, et de toute façon, ça, sur Board Game Geek, on ne pourra pas faire pire en matière de visibilité. Voilà. Des fois, ça surprend les éditeurs. Hein. De temps en temps, on a des remarques de « mais pourquoi vous parlez de ça ?» C'est sur Internet, on a le droit de parler d'Internet. C'est ça, on a le droit de parler d'Internet. Mais ils sont surpris. Alors des fois, ça leur sert même à savoir qu'il y a eu une fuite. Hein. Moi, je me souviens d'un cas où on avait parlé d'un jeu parce que j'avais trouvé l'information sur un site étranger, et en fait, c'était la boîte d'édition, enfin le localisateur étranger qui avait complètement fuité sur l'info. Et donc, oui, mais ça n'est pas malheureusement de notre faute. et l'info était trouvable. Alors, nous passons à l'étranger et nous allons commencer avec la Pologne. J'ai oublié de mettre le petit drapeau, mais clairement, c'est rigolo, ces jeux qui ont des identités qu'on peut vraiment raccrocher à des zones de pays, de mœurs, de voilà. Ouais, vraiment, cette couverture, elle est
c'est un jeu polonais, mais je repense à même dans le monde du jeu vidéo, The Witcher, c'est des studios des pays de l'Est et c'est des univers qui sont plus dark, qui sont plus sombres, qui sont plus et qui ont souvent avec des mythologies autour des vampires et tout ça. Donc enfin du sang frais, dit les gamers dans le chat. Alors j'en parle surtout parce que il est le jeu actuellement en numéro 1 sur la Hotness BGG. Alors la Hotness BGG, ça veut de moins en moins dire quelque chose parce que ça tourne vite et que vous avez des jeux qui vont être numéro 1 en Hotness pendant 3 jours et disparaître ensuite, mais ça en dit quand même quelque chose sur l'intérêt que les gens portent, la curiosité par rapport à un visuel, par rapport à une mécanique, par rapport à des auteurs, par rapport à un petit effet de hype, comme on dit énormément en ce moment, que nous, on est là aussi pour relayer ce genre d'informations. C'est un jeu de Véronica Gallas et Maciej Gallas, illustré par Véronica Gallas également, qui est actuellement en financement participatif sur GameFound. Et il faut reconnaître, et je pense que c'est ça qui a participé à sa petite vague de réputation, c'est que la couverture et le matériel sont assez tranchés et font vraiment assez intrigants et donnent envie de s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Ça compte, les couvertures de jeux. On se rend compte que... Mais bien sûr que ça compte. Je suis la plus convaincue de ça. Je pense qu'une couverture, c'est notre premier rapport, mais même pour un livre, même pour une bande dessinée, même pour un film, une affiche, ça compte. C'est ce qui donne une idée de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et puis, ça fait rêver, ça permet de se projeter, ça permet de se dire, tu l'as si bien dessiné d'ailleurs sur une illustration où tu disais avec ce personnage devant son étagère de boîte qui voit plein d'univers, et quand on voit une couverture comme ça, on s'imagine déjà un peu dans l'univers, on se projette, et c'est pour ça que c'est important les couvertures, c'est pour ça que c'est important l'illustration, parce que ça vous permet d'imaginer ce que vous allez vivre et de rêver autour. Après, parfois, on est déçu, ça c'est autre chose. On joue au jeu et on se dit « c'était plus joli que ça n'était bien », mais ça c'est un autre problème. Dans ce jeu, c'est un jeu Alors, c'est un jeu qui est donc en financement participatif et qui n'a pas fini dont j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos encore. Enfin, il y a beaucoup de vidéos, mais elles sont en anglais, elles sont longues et j'ai pas trouvé de vidéos efficaces pour comprendre rapidement ce que c'était. Mais ça n'a pas l'air d'être mécaniquement extrêmement compliqué. C'est un jeu de négociation, de contrôle de territoire surtout et de gestion de main avec du deck building. On est en Roumanie au XVe siècle. La terre est ravagée par la guerre et menacée par les invasions. Et c'est à ce moment-là que les vampires émergent des ténèbres et ils vont essayer de régner sur le monde des mortels. Donc, on va incarner des vampires et qui vont essayer de dominer la Roumanie. Pour remporter la victoire, un joueur doit conquérir et conserver le contrôle de soit 5 villes sur le plateau central, soit 8 villes s'il s'allie à un autre joueur. Ça, c'était un système qu'on avait dans la Familia. Mais c'était vraiment un jeu en équipe. Donc là, je ne sais pas si c'est en équipe ou si on choisit de se mettre en équipe à un moment. Donc dans ce jeu, vous avez en gros 4 manches de jeu, chacune composée de phases. Il y aura une phase de diplomatie, une phase de récolte de ressources, une phase d'action, une phase de marché, une phase de statut. Et en gros, durant la phase d'action, qui est le cœur du jeu, on va jouer des cartes en fait à tour de rôle et qui ont des actions dessus pour commander nos armées et nos agents vampires qui sont sur le plateau. C'est vraiment, je joue une carte, j'effectue l'action qui est sur la carte et je la défausse. Et il y a une partie deck building, donc on va pouvoir améliorer son deck durant la partie. C'est hyper, en fait, classique dans la description du jeu. Ça n'est absolument pas classique dans son visuel. Et après, faut y jouer pour se faire un avis. Mais ça fait partie des jeux qui, je sais, maintenant sont observés par certains éditeurs en se disant « Est-ce que ça vaut le coup de le localiser ? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une VF ? Est-ce que ça vaut le coup ?» Donc là, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une version française. Difficile de savoir. Il y en a certains qui sont adaptés, mais ça ne sera plus le cas de tous les jeux. Il y a une période où quasiment tous les bons jeux étaient adaptés. Aujourd'hui, non. Il faut qu'il y ait un marché derrière. Tout à fait. Et parce qu'il y a des jeux qui arrivent et puis malheureusement, même s'ils sont de qualité, ils trouvent pas leur public. Donc ça, c'est en cours de financement participatif. En tout cas, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller jeter un œil à la page qui est sur GameFound. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est pas Kickstarter, c'est sur GameFound. Mais je trouve que vraiment le look est vraiment très très chouette, quoi. Presque, cette map là. Moi, de toute façon, dès qu'il y a un plan.
Ouais. qui a l'air un peu dessiné à la main. C'est bon, j'ai envie d'y jouer. J'ai l'impression d'être dans un vieux jeu. Ouais. Ouais. Le jeu suivant, on part en Italie. C'est un jeu de David Spada. Et David Spada, c'est ce qui a fait que j'ai retenu ce jeu parce que, comme je vous le dis, tous les jeux ne sont pas forcément intéressants chaque semaine. Et puis, des fois, il faut arriver à se dire, bon, d'accord, ça a l'air d'être un tout petit jeu et tout, mais l'auteur, ça me dit quelque chose. Et ben, l'auteur, c'est l'auteur de Tabanussi, de Foxy. Donc, c'est un auteur qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est un auteur italien, bien sûr, et qu'on a vu sur plusieurs gros jeux italiens, hein, plutôt des gros jeux. Et là, on est sur un petit jeu. Le jeu, on est dans le royaume des rêves et on doit être l'architecte de nos propres rêves. Alors ça, c'est le genre de thème où, ouais, ok, blablabla, bla, 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 on ne sait pas trop Oui. comment ça va pouvoir être relié au jeu. La mécanique a l'air extrêmement simple. Vous avez un sachet dans lequel vous avez des tas de petits jetons. Ces jetons, vous allez les piocher et vous allez devoir les agencer sur votre plateau personnel. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Je ne sais pas, mais c'est un peu ça qui est résumé. Et ces jetons, une fois posés sur votre plateau personnel, ils vont former en gros des motifs, des formes qui vont vous permettre de récupérer des cartes qui sont des personnages oniriques. Et il y a une mécanique de marchand de sable qui est un peu la clé du jeu. Et en fait, vous allez pouvoir interagir avec lui pour augmenter vos chances ou baisser vos chances. Mais ces dons qui conféreront des avantages, ils auront un prix. Donc il faudra. En gros, c'est le bénéfice-risque. Hein, mais voilà, en gros, vous piochez des jetons, vous les placez sur votre plateau central, vous essayez de reconstituer des motifs. Pour l'instant, c'est encore très vague, hein, ce que je vous dis, parce qu'on n'a pas encore, il n'y a pas encore de vidéo, il n'y a pas encore eu de communication. Là, je suis sur un tout petit résumé, il n'y a pas la règle disponible, donc voilà. Mais le visuel est très chouette. Encore une fois, hein, c'est ça aussi qui va décider le choix de ce qu'on vous présente dans cette émission. C'est quand il y a une chouette couverture, et là, c'est aussi une chouette couverture. Petite tendance au sombre et c'est peut-être la période aussi, c'est l'automne et l'hiver. On nous présente Tu crois? des jeux Ça a été dessiné en amont, hein, je pense quand même. Mais alors ils calculent. Hein. Moi, je sais que par exemple, Trick or Treat, Treat, voilà, ils savent que les jeux qui ont un look Halloween sont prévus pour la période d'Halloween. Donc, c'est des périodes qui doivent être plus propices à avoir envie de s'intéresser à ce genre de jeu, comme Vampire, etc. Cette superficialité, oui, je suis très très superficielle. Oui. Oh oui. Ouais, tout à fait. C'est ce qui me caractérise. On part, donc ça c'était en Italie, on part en Amérique pour annoncer une toute petite chose, mais qui est quand même une nouvelle. Le Flip 7, donc le jeu d'Eric Olsen, dont on a bien entendu parler cette année. Et ça c'est sûr qu'on a entendu parler, mais effectivement, gros succès, hein, Flip 7, forcément, Catch-up Game dans sa version française, et on s'y attendait de toute façon, c'était logique qu'il y ait des nouvelles versions. Oui, voilà, ils ont annoncé qu'il y aura des nouvelles versions. La première version déclinée, c'est le Grinch. J'étais avec... j'avais justement barricadé à la maison on a parlé de Flip 7 et moi je pense que dans mon univers de joueuse confirmée entre guillemets, je m'intéresse assez peu à Flip 7. Il paraît que sur les réseaux sociaux, des gens qui sont moins dans le monde du jeu mais qui sont des influenceurs type qui parlent de maquillage, etc., quand ils parlent d'un jeu, ils parlent de Flip 7. En fait, ça a eu un vrai développement de trucs nouveautés, le petit jeu nouveau qu'on connaissait pas, il en faut toujours un, hein. Ça a été comme Skyjo pendant des années, et là effectivement c'est peut-être Flip 7 qui prend le pas sur Skyjo et qui va devenir celui qui est à la mode d'être cité, et je pense que c'est logique aussi. Moi ça me fait plaisir en fait que ça tourne un peu. Pour le coup, c'est quand même un bon jeu, hein. C'est-à-dire que c'est ça qui est chouette, c'est quand c'est des jeux qui. Skyjo est pas un mauvais jeu, hein. C'est non, un jeu, non, ça c'est ne un parle bon pas, jeu. Mais en plus, il est un peu joli. Il est plus joli. Alors là, tu vois, cette version-là ne me fait pas rêver spécialement en termes de graphisme, mais effectivement, les choix nous plaisent davantage. Et c'est plus joli, et c'est plus quand même, il y a plus de choix et de gameplay que dans un Exploding Kittens où vraiment c'était une roulette russe. Alors là, oui, il y a le côté c'est du hasard, c'est du stop ou encore, mais on a une décision. Je trouve qu'il fonctionne, c'est ce genre de jeu qui fonctionne. Après,
c'est pas le genre de jeu vers lequel moi je me dirige parce que voilà, c'est une note qui nous rappelle des chiffres et des couleurs dans le chat, bien sûr. Mais Ouais, oui, non, mais il c'est vrai, brille. mais c'est un stop ou encore surtout, c'est un Ouais. stop ou encore très épuré, très agréable en termes de, il se passe des choses autour de la table. Moi, franchement, j'ai cette version-là qui arrive chez moi. On me dit, tiens, il y a le nouveau Flip 7, tu veux jouer? Je dis, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça va pas être un moment de douleur, ça va être plutôt, j'ai envie de savoir c'est quoi, quelles seront les nouveautés présentes à l'intérieur. Et je pense que je serai toujours d'accord pour découvrir, je pense comme Skyjo ou comme d'autres. Je suis curieux de savoir comment ce jeu évolue. Il y a des choses qui sont agréables. Évidemment, dans le jeu de société, on a chacun nos passions, nos goûts particuliers et des jeux qui nous attirent plus que d'autres. Il y a certains qu'on attend. C'est pas celui-là que je vais attendre, mais je vais y jouer avec grand plaisir. Et voilà, donc petite nouvelle, mais grand événement dans le milieu du jeu finalement. Goa, le jeu suivant. On part en... Ah, le drapeau, c'est lequel déjà? Je mets les drapeaux Ça, en me disant... c'est la Hollande. Voilà, c'est la Goa, parce Hollande, que c'est c'est Pays-Bas, Queenette Games. merci. C'est chez Queenette Games. Goa, qui est le classique de Rudiger Dorn. Hein. Goa, c'est un jeu qui était sorti à l'origine en 2004, donc a vraiment qui fait partie des jeux dont, comme justement, on commence à vouloir faire de l'archéologie du jeu et regarder, ah, j'ai pas joué à ça dans ma culture ludique, bah, ça fait Oui. partie des jeux qu'on recommande d'avoir joué parce que c'est un jeu d'économie et d'enchères en circuit fermé qui s'est un peu imposé comme un classique dans le genre. Ça, c'est la nouvelle boîte, ça, parce que ça, je reconnais exactement le contenu de la boîte d'origine. Eh Ouais, ben non, oui, alors non, la photo, c'est la boîte, c'était pour d'origine, montrer ouais. aux gens, tu vois, j'ai fait pas comme dans l'autre, là-haut, où j'ai oublié de montrer une photo de gameplay. C'était pour montrer un peu justement comment était le plateau, mais ça n'est pas, c'est le vieux plateau. On n'est pas sur le plateau récent, donc oui, c'est la boîte d'origine, tu as parfaitement raison. Quelle observation, Martin, quelle connaissance finalement. Je joue à Goa, quoi. Voilà, ça joue à Goa. Et non, c'est la couverture qui est juste nouvelle. Couverture de Queenette Games qui donc va rééditer Goa, le classique. Je pense qu'il n'était plus du tout édité depuis un certain temps. Oh oui, ça fait un petit moment, Goa. Voilà. On y a rejoué, alors je sais plus si c'est avec Ludo ou Jube ou d'autres, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un classique, effectivement, et que ça fait plaisir de ressortir ces jeux qui restent très simple à expliquer, mais comme souvent les jeux de Rudiger Dorn de manière générale, hein, ça reste assez simple à expliquer, facile à mettre en place, et hop, on est directement dans les enjeux. C'est des jeux qui nous proposaient, qui sont durs en fait, hein, d'une certaine manière, parce que vous êtes directement impacté par chaque choix que vous faites, et il y a un enjeu qui est en permanence présent dans la partie, ce qui n'est pas toujours le cas des jeux modernes. Hein. Souvent dans les jeux modernes, tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu prends du plaisir, et à la fin, on s'en fout du score. Là, non, c'est pas le cas. Ouais, tout à fait. Et ben, il aura sa version réhabillée chez Queenette Games. J'ai pas la date de sortie exactement, mais je pense peut-être que ça sera un financement participatif. Je devrais pouvoir vous donner d'ailleurs cette information. Je sais pas s'ils en font Queenette Games, je suis pas sûr. Ben, je ne sais pas. Ça me dit rien là comme ça. C'est juste que je me suis habituée à avoir des rééditions. C'est vraiment, alors, on peut insister dessus. Hein. En ce moment, on est dans une grande période on reprend les classiques, on les réédite, on les réhabille. On les rend un peu plus chers aussi avec du matos un peu upgradé et on les ressort. On a eu Ra, on a eu Tigre et Euphrate, alors on ça a eu toujours plein. un peu existé, parce que mais effectivement, ça parle c'est des jeux que nous on a connus en arrivant dans le monde du jeu qui reviennent actuellement. Mais ceux, tu sais, il y a 15 ans, il y avait déjà des jeux qui revenaient, mais c'était ceux de 15 ans d'avant qui étaient peut-être moins nombreux aussi. Ouais. Donc ça a toujours un peu existé. Ra, par exemple, combien de versions de Ra? Je sais pas, mais il y en a énormément. Oui, mais ce dont je parle, c'est d'une réédition dans un écrin. Un peu, tu vois, c'est ce côté, oui, alors effectivement, là, ce qui a bien changé, c'est le modèle de financement participatif mettre plus à l'honneur les classiques du jeu de gestion, parce que tout simplement, on en a des classiques du jeu de gestion, et c'est le moment de faire des versions de luxe pour les amateurs de tous ces jeux-là. Effectivement, on en a de plus en plus. Je sais pas si Goa a atteint ce rang de classique, par contre. On verra, ouais. C'était le cas d'Agricola, Puerto Rico, Cyclade, dernièrement. Tous ces jeux-là, c'était des grands classiques. Je sais pas si Goa a cette image. Mais moi, ça me donne tout le temps envie de profiter de cette période pour acheter les vieilles éditions. Ah ouais. Je me dis, il y en a peut-être qui vont vendre leur boîte en occasion, et moi, je voudrais la vieille édition parce que j'aime bien les vieilles éditions. T'aimes bien l'odeur de la poussière. Ouais, tout à fait. Le côté un peu humide du grenier, là, ça, c'est vraiment une odeur qui me plaît bien. Et donc, ok. Voilà. Le jeu suivant, ça sera le dernier. On est et là, encore une fois, je ne sais plus. Le drapeau, je ne sais plus. Il faut que j'arrête de mettre des drapeaux. Et il faut que Le drapeau, République tchèque.
République tchèque. C'est terrible, hein, j'allais dire Pologne, mais pas du tout. Je sais que c'est pas la Pologne, mais c'est les mêmes couleurs, mais pas dans le même sens. Non, c'est République tchèque. Et en plus, je le sais parce que c'est Albi. C'est juste, alors celui-là, pourquoi j'en parle? Bon, déjà parce que les guépards qui aident ce pingouin à sortir de ce zoo est beaucoup trop drôle. J'aime beaucoup cette illustration et cette couverture, elle est vraiment beaucoup trop marrante. Mais ça s'appelle Night at the Zoo et c'est un des nouveaux jeux de Thomas Holek. Thomas Holek, c'est un auteur qui est en train de clairement s'imposer dans le paysage ludique. C'était l'auteur de SETI. Il y a eu des jeux qui sont sortis pendant Essen qui étaient aussi de lui et il va à côté d'un Danny Garcia ou d'un Germain Pémilan ou d'autres auteurs. Voilà, ça fait partie des auteurs dont maintenant on surveille la production en se disant et qu'est-ce qu'il y a d'autre de Thomas Holek qui arrive. Donc celui-là, il est illustré par Teresa Kovandova et il revient pas du tout dans un nouvel écrin chez Queen Games. C'est la phrase de précédente que j'ai oublié d'effacer. Ce sera édité chez Albi. Pour l'instant, la couverture est encore un work in progress, c'est précisé. Mais franchement, elle est pas hyper bien cette couverture. J'adore cette couverture avec les animaux qui sont pris dans les phares de la lampe torche, on sent. Alors le jeu, c'est un petit jeu, hein, je pense un petit jeu de. Alors je recherche, voilà, Zoo de. Non, c'est Night at the Zoo. Pardon, excusez-moi, j'avais ma fiche et je ne la trouve plus. Donc Une nuit au zoo, ça sortira en 2026 à première vue. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les animaux et de les guider et de sains et saufs jusqu'à leur enclos. En gros, la nuit, ils sortent de leurs enclos, ils se baladent et il faut qu'ils re-rentrent dans leurs enclos pour pas se faire choper par les gardiens. Donc, ça sera un jeu où à chaque tour, on va piocher des tuiles et les placer sur le plateau, pour déclencher des actions spéciales et pour tracer un chemin pour les animaux. Chaque animal a sa façon de se déplacer et de marquer des points. Et voilà. Moi, c'est visiblement un jeu, il y aura une version solo 1 à 4 joueurs, c'est 30 minutes à partir de 10 ans. On est sur du jeu familial, sans doute, du jeu plus initié. Moi, quand on parlait tout à l'heure de la couverture qui a un rôle, bah là, la couverture, elle dit tout de ce qu'on va faire, en fait, hein, quand on la regarde. Ouais, ça crée des envies. Ouais. C'est vrai, dès qu'on voit. Ça m'arrive d'acheter des boîtes juste pour la couverture et c'est toujours une erreur. Parce que des fois, il y a des bonnes surprises, mais c'est toujours une erreur de le faire. Le nombre de jeux que j'ai achetés à Essen cette année, juste parce que la couverture était cool, que j'ai joué depuis et que je me suis dit, il n'y avait que la couverture qui était cool. Mais non, on n'achète pas des jeux que pour la couverture quand même. Mais bon, c'est vrai que. Un peu, des fois, ça arrive. On fait pas que ça, bien sûr, mais ça arrive. J'ai acheté un jeu parce que sur la couverture, il y avait un chat dans une banane. Bon. Je crois que il est nul le jeu. Acheté pour ça aussi. Et on a regretté de pas, j'ai bien fait de pas le faire, de ne pas acheter des t-shirts Petiquet qui étaient posés juste à côté. Mais Petiquet, c'est super, c'est ça la différence. Oui. Bon, après, je crois qu'on en fait trop dessus, hein, mais. Ah ouais, mais il est bien, il est vraiment bien. On n'est pas déçu quand on joue à Petiquet. Moi, j'ai des trucs où vraiment c'est nul. Non, mais c'est toujours ce truc de nous, quand on parle d'un jeu comme ça et qu'on en fait des caisses en disant mais j'ai adoré, c'est n'importe quoi, c'est rigolo, n'importe quoi, on passe un beau moment ensemble parce que c'est ça, c'est un jeu d'ambiance et puis de création d'émotions autour de la table. Donc de temps en temps, on s'attache à un jeu. Puis sur une autre table, ça va être la catastrophe parce que vraiment, ils vont rien comprendre et ça va rien créer. Si l'émotion n'est pas là, vu que c'est le but de ce genre de jeu, voilà, il se passera pas grand-chose derrière. Et quand nous, on en parle, et on avait raison de le faire, hein, de véhiculer nos émotions, on donne aussi l'impression de quelque chose que le jeu n'est pas, c'est-à-dire un incontournable, un indispensable. Bien sûr. Et souvent, faut avoir du recul par rapport à ça. Alors, oui. Après, c'est aussi laissez-nous un peu, s'il vous plaît, avoir de l'enthousiasme sans que ça ait derrière des conséquences gravissimes. Moi, j'entends souvent des gens dire je comprends pas la hype autour de ce jeu parce qu'il y a 2-3 créateurs de contenu qui auront dit j'adore ce jeu, mais ils ont le droit en fait. Oui. Et puis si on est tout seul, en plus on en a reparlé parce que Petiquet, nous on l'a fait 2-3 fois, puis je me suis posé la question, est-ce que je le ressors là? On se demandait quels les jeux qu'on a bien aimé ces derniers temps. Est-ce que je le ressors? Ça sera la 5e fois qu'on en reparle. Est-ce que vraiment? Non, peut-être faut s'arrêter. Ça reste un petit jeu, une petite bonne surprise quoi, mais un petit jeu. On en reparlera quand il aura sa version française, quand il arrivera, voilà. Et peut-être on aura des vidéos à en faire, mais
on a le droit de s'enthousiasmer pour des choses. Bien sûr. Et on est des joueurs d'abord et des passionnés d'abord. Et l'enthousiasme, ça se communique. Et puis pour ceux que ça défrise, que ah, mais on m'a menti, ce n'est pas si bien que ça. Oh, flemme, comme on dit. Et puis voilà, moi j'ai fait le tour. Tu vois, c'était une petite semaine, hein, je t'avais dit, il y avait, Ouais, il y bien avait sûr. même- Oui, Et de toute juste façon, une The Networks, qui est un jeu que je possède dans ma collection, qui est très rigolo, par exemple. Tu vois, celui-là, on est sur un jeu où on va fabriquer sa chaîne télévision et scorer en fonction de nos programmes et on va reprogrammer des émissions de l'année précédente et tout. C'est plutôt très sympa, The Networks. Je sais pas si tu avais joué. Et ben, il non, je revient. l'ai pas joué celui-là. Je l'ai pas vu et je serais curieux d'y jouer. Donc, Ah il bah, revient je en peux le mettre extension dans mon Prime coffre Time. quand je viens la semaine prochaine. Si tu veux mettre plein de trucs dans ton coffre. Voilà, il revient avec un titre qui s'appelle Prime Time. La couverture est vraiment exactement la même, mais je ne sais pas s'il y aura des modifications si fortes que ça. Mais il y a un nouveau titre, donc peut-être qu'il y aura quand même des petits changements. J'ai pas de minute culturelle, je crois. Tu m'en as pas marqué non plus. Donc, est-ce qu'on termine avec la rubrique minute culturelle ou c'était une publicité mensongère dans le menu de cette émission? Eh bien, en fait, la minute culturelle, j'ai fini le jeu de la dernière fois, que ça m'a pris beaucoup de temps, et du coup, je n'ai pas de nouveau jeu à vous parler. Et la seule minute culturelle que j'avais et dont j'avais envie de vous parler, c'est une exposition, mais je vais y aller ce week-end, qui a l'air très rigolote. Donc, j'en parle, mais sans vous dire que je l'ai vue, sans vous la recommander, mais aux Arts et Métiers, au Musée des Arts et Métiers à Paris, il y a une exposition qui s'appelle Flop. Et Ouais. en fait, c'est toutes les inventions et créations qui n'ont pas marché, comme par exemple ce merveilleux aspirateur balai de 1902. Et donc, ça a l'air, C'est rigolo. ça a T'as le l'air droit de vraiment prendre des très rigolo. photos, on est curieux de savoir. Donc, je pense que je vais y aller cette semaine, ce week-end, et je vais faire des photos pour la semaine prochaine. Et je On vous en les reparlera la montrerai. semaine prochaine. On aura plus de temps pour faire des minutes culturelles dans les semaines qui viennent, puisqu'il n'y a plus personne au chalet. En fait, on n'a pas de réservation sur le mois de décembre. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de passer, c'est le moment, parce que souvent on a des demandes et c'est complet, désolé, et ça devient compliqué de placer du monde. Là, on a encore de la place sur décembre et bien entendu janvier. N'hésitez pas, pour ceux qui se posent la question et des fois qui attendent l'occasion de le savoir. Donc, on va avoir le temps de lire des trucs, de jouer à des jeux et puis de vous préparer des minutes culturelles passionnantes. Tout à fait. On va regarder quand même. Je suis toujours intéressée de voir ce qui intéresse les gens C'est dans ce vrai. qu'on. Tu vois, ça me plaît bien, moi, même si je sais que tout ne sortira pas et tout, c'est un petit peu, tiens, qu'est-ce qui leur a le plus plu dans des choses dont ils n'ont jamais entendu parler, tu vois, c'est un peu l'attente Alors, brute. je me connecte sur mon compte, donc forcément, je ne vais pas voter. Comme d'habitude, on se connecte au compte amondedejeux.fr. Vous avez les quelques informations qui sont présentes. D'ailleurs, on a l'outil sondage maintenant. Vous pouvez participer aux différents sondages qu'on propose. Voilà, il n'y en a plus qu'un. C'est combien de parties sont jouées par mois. Alors, celui-là, on va pas le laisser trop longtemps. C'était notre sondage en mode unanimo, mais de temps en temps, il y aura des questions qu'on vous posera et auxquelles vous allez pouvoir répondre et nous donner des indications. Il sera toujours actif avec de nouvelles questions à chaque fois. C'est rigolo. Moi, j'adore participer à ce genre de choses. Donner mon avis, je trouve ça toujours génial. Donc, ça sert pas forcément à grand-chose, mais ça nous amuse. Dans cette application, donc ici on est sur la page des jeux qu'on vous a proposés cette semaine. Quels sont ceux que vous attendez le plus? Forcément, le Heliopolis de Fred Brelot et Bruno Catala arrive en tête. On s'y attendait. Vous aimez bien les petits animaux et les yeux dans les phares. Le Spooky Tower de Corentin Lebras, sur lequel on n'a pas d'image. La nuit au zoo, c'est la couverture. Mais je pense, oui, parce que le jeu est nul. Non, mais c'est un effet. Je pense qu'il y a vraiment des effets sur les. Bon, Heliopolis, c'est pas la couverture, rassurez-moi. Mais ça, c'est l'effet Bruno Catala. On est tous d'accord. Ouais. On a envie de jouer au prochain jeu. Et Spooky Tower, pareil, vous n'avez pas encore la couverture, mais vous connaissez les auteurs, donc il y a cette attirance. Mais je pense que Nuit aux zoo, c'est la petite couverture avec les petits animaux. Ce petit guépard qui aide le pingouin à sortir, c'est beaucoup trop marrant. Moi, je vous suis à 100% là-dessus. Voilà, Vampire Lords et Cub the Crab. The Crab, ouais, parce que sinon, c'est autre chose. C'est les jeux que vous avez choisis parmi ceux qu'on vous a présentés cette semaine. Et c'est la fin de cette émission, Pénélope. On arrive au bout. Tout à fait. La semaine prochaine, tu es au chalet, donc on pourra s'amuser follement. J'aurais pas besoin de mettre d'écouteurs, c'est nickel. Non, mais avec un seul écouteur, c'est bon. Là, j'ai retrouvé des automatismes. Désolé pour ce début d'émission où je sais pas à quel point c'est visible ou pas, mais moi, j'étais ailleurs. j'étais dans un nuage flottant. Essayez de parler sans entendre votre voix, c'est très, très, très bizarre.
Je viens la semaine prochaine en voiture et j'aurai dans mon coffre ce que j'ai préféré de Essen et des Ah, petites choses. Voilà. super. Pour les partager avec vous de ce que vous n'avez pas. D'ailleurs, il faut que Rachel et moi, on s'est dit qu'on allait se filer nos listes. Et Rachel, il faut qu'on se fasse ça. Que j'amène pas des jeux que vous avez déjà et inversement. Vous bougez pas, donc ça c'est pas. Oui, bah, en fait, les jeux sont chalés, je pense, de manière générale. Mais oui, bien sûr, on partage ça, évidemment. Heliopolis vient de passer numéro 2, nous dit Johan. Derrière C'est quoi, Night du and coup, the Zoo qui passe numéro 1, du coup, forcément. Voilà, la force des illustrations. Et bien sur ce, merci à tous. Et puis bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles émissions. À bientôt. Ciao.